aborder tous ces sujets. L'équipe est au complet, elle est nombreuse. Vous avez dans les différentes vignettes d'abord le Benjamin d'entre nous, Baptiste, qui nous a rejoint cette semaine. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Nous avons le Parisien d'entre nous, Julien, membre des DDP, avec un maillot de l'équipe de France, le maillot de Christophe Dominici, je pense. C'est ça, c'est un hommage. Bonsoir à tous. Nous avons Christophe D. Christophe D, qui est également un habitué de l'émission, qui nous a rejoint ce soir. Bonjour tout le monde. Nous avons en quatrième invité Christophe C, lui aussi avec un beau maillot et avec un beau drapeau derrière lui. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous, bonsoir François. Et puis nous avons, j'ose à peine le présenter ce soir, Arnaud à la technique qui va nous gérer ça de main de maître malgré toutes les difficultés qu'on a rencontrées depuis hier soir. Bonsoir Arnaud. Je vous rappelle que l'émission, alors elle est diffusée en direct sur le compte Twitch. Elle ne sera pas diffusée sur le compte Facebook d'Allélos pour des raisons techniques. Par contre, on y diffusera le replay et le résumé. Vous pouvez intervenir en direct sur l'émission, donc mettre ce soir uniquement sur le chat du compte Twitch. Avant de lancer le sujet, je voudrais faire avoir un petit hommage en fait à plusieurs personnalités du sport qui nous ont quittés cette semaine. Alors, ça a commencé par Christophe Dominici, donc international français de rugby, qui nous a quittés hier, suivi d'une figure du ping-pong, du tennis de table, Jacques Secrétin, qui a finalement médiatisé ce sport et qui est vraiment une figure aussi historique du sport français. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on a appris le décès de Diego Maradona, c'est mon avis personnel, je crois que c'est un des meilleurs joueurs de foot au monde depuis la création du football. C'est je crois, par rapport au football aseptisé d'aujourd'hui, c'est une des dernières stars réelles, presque une star de rock'n'roll du football international. C'est vrai sa carrière a été entaché peut-être par l'extra sportif, mais que sportivement, c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de talent et je crois qu'il manquera à tous les amateurs de foot. Donc on leur dédie à tous les trois cette émission et bon, on va retourner maintenant dans le vif du sujet en commençant donc par cette première partie. Qu'est-ce que c'est que ce match? Donc on a appelé ça Lille envoie Lorient à l'ouest, une vraie démonstration de Lille contre Lorient. Est-ce que Lille était bon? Est-ce que Lorient était faible? Qui veut commencer à donner son analyse du match? Baptiste, le plus jeune d'entre nous. Allez, moi j'ai trouvé que le match de Lorient a été plutôt bien géré par toute l'équipe. On a vraiment fait un super match avec vraiment pas de joueurs en dessous. Vraiment des joueurs investis à 100% malgré des absents. Et franchement, cette victoire 4-0 est bien sûr méritée. On aurait peut-être pu mettre plus de buts avec quand même 31 tirs. Franchement, on aurait pu en mettre plus. Maintenant 4-0, c'est un score qui est vraiment satisfaisant. Et il nous reste 2 points sur le PSG, donc pourquoi pas après suivre notre épopée vers le titre. Julien, ton analyse du match? Baptiste a raison, hein, on a vu un bloc équipe très performant. Il n'y a pas vraiment de joueurs à ressortir de cette performance en négatif, en tout cas. Ils ont tous été bons, un peu comme lors du match contre Milan. Il laisserait penser que Brest n'a été qu'une anecdote dans le beau parcours que fait notre équipe en ce début de saison. Et je rejoins Baptiste sur le fait que quand tu as 31 tirs, tu peux pas marquer que 4 buts. Donc clairement, un match comme ça doit finir à 7-8 buts. À qui la faute? Peut-être Jonathan David, on va être amené à en reparler parce que c'est lui qui a vendangé le plus en première mi-temps. Mais s'il y a un bémol à mettre, et c'est bizarre de dire ça hein, quand tu gagnes aussi largement, c'est de dire qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus. Et puis qu'on s'est quand même fait peur en fin de première mi-temps parce que Lorient a eu une vraie contre-attaque solide sur laquelle, sans un exploit de Mike Maignan, on rentre au vestiaire sur un partout un peu moins serein. Alors Christophe D, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse qu'on peut trouver sévère de Julien ou tu es beaucoup plus optimiste?
Non, un peu plus optimiste quand même. Après le match qu'on avait fait à Brest, et faut pas oublier qu'on sortait de 2 nuls et une défaite en championnat, malgré notre beaucoup parcours en Europa League. Et donc, il fallait absolument qu'on soit dans l'impact et qu'on soit concerné. Ce qui n'a pas été le cas à Brest. Hein. Je pense que Brest a marqué beaucoup notre coach Galtier. Je pense qu'il a beaucoup marqué parce qu'on a un peu lâché le match à Brest. On est arrivé un peu en conquérant. On avait fait un bon match en Coupe d'Europe, donc on pensait qu'on était le plus fort. Et on s'est fait secouer et puis on a fini par perdre ce match. Et, euh, et donc là, contre Lorient, on a trouvé une équipe concernée qui de bout en bout a joué à fond. Je vois encore l'image de Galtier à 2-0 qui fait signe aux joueurs on reste dedans, on lâche rien. Et puis, pour venir un peu dans le sens de Julien, c'est vrai que il y a une boulette de Botman en fin de première mi-temps. Je crois que c'est Botman qui fait un espèce d'open under sur une balle reçue et qui cafouille ce ballon qui a failli faire but. Et ça, Galtier l'a fait remarquer, il a dit on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Il faut être rigoureux de bout en bout. Et cette équipe-là, elle doit apprendre ça, mais elle est jeune. Hein. Mais voilà, c'est un match super. Quoi. Christophe C, tu es du même avis? Oui, moi c'est simple, en préparant un petit peu l'émission, je m'étais fait des petits post-it, hein, comme à chaque fois, et j'ai mis quel bonheur. J'ai pris un plaisir à regarder ce match, alors que souvent les matchs du dimanche soir, je regarde la première mi-temps, puis il se passe plus grand-chose, alors du coup, voilà, soit je zappe, soit je fais autre chose. Et là, j'ai pris du plaisir, et voilà, j'ai vu une équipe qui a pas arrêté de jouer, qui a marqué voilà, 4 buts, tout le monde l'a dit, mais qui a pas arrêté de jouer. Ça n'a pas été qu'un match avec du gros physique, comme souvent en Ligue 1. Ça a été technique, ça a été vraiment un jeu très très sympa à voir regarder. Enfin voilà, à suivre en tout cas. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, c'est ce que j'ai retenu essentiellement, au-delà de toutes les analyses techniques et tactiques qu'on peut faire. Arnaud, tu veux conclure sur ce rapide tour de table ou peut-être y a-t-il déjà des réactions sur le chat de Twitch? Alors, vous connaissez ma passion pour les statistiques. Hein. Je vis avec une calculette. Hein. Donc, les statistiques du match sont bien évidemment nettement à l'avantage de Lille. On a 64% de possession de balle contre 36 pour Lorient. On a 31 tirs, je crois que c'est Baptiste qui le citait tout à l'heure, contre 7 pour Lorient. 31 tirs, dont 13 cadrés. Alors que Lorient n'en a cadré que 2, donc on revient un peu sur ce que disait Julien tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de déchets, finalement, on aurait pu avoir peut-être une victoire plus facile, mais bon, quand on mange beaucoup de sucreries, on prend goût aux sucreries, hein. On a du mal à manger ce qui est, à se rappeler de ce qui est amer. Au niveau des fautes, c'est équilibré. Alors, plus que les statistiques, ce sont les notes des joueurs qui sont vraiment très marquées. Vous avez sur un site qui s'appelle Made in Foot qui note les joueurs à chaque match, il y a des moyennes. Donc Lille a une moyenne de 6,36 sur 10, alors que Lorient a 3,27. Donc quasiment, ça va du simple au double. Avec bien sûr pour Lille, Yazice qui marche une nouvelle fois sur l'eau. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce match? C'est Lille qui a réussi finalement un match masterclass, c'est ça ou simplement Lorient qui est passé complètement à travers son match parce qu'ils sont très faibles ou parce qu'ils sont passés à travers. Qui veut lancer le sujet? Moi, je veux bien en parler. Pour moi, il est clair que Lorient, c'est pas une grosse équipe de Ligue 1. En revanche, on les a déjà vus jouer pas trop mal en début de saison. Mais ce qui est certain, c'est que de la même façon qu'on a étouffé le Grand Milan, on a étouffé Lorient dimanche complètement. Ils avaient beau être plutôt regroupés en bloc bas, on a vraiment su les jouer. Ce qui me paraît intéressant dans ce cadre-là, c'est justement l'apport de Yazice face à un bloc bas qui arrive à combiner au milieu de leur défense, qui arrive à passer par le jeu de passes courtes en s'appuyant sur David. On a vraiment eu un trio qui, dans ce
cadre-là, David Bamba Yazice qui a été très efficace. Et puis moi, ce que j'ai aimé, parce qu'attention, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, j'ai pris un plaisir énorme à voir ce match. J'ai juste ce petit truc de dire on a beaucoup vendangé, ça aurait pu être plus large, mais les gars sont affamés. À 3-0, ils continuent, à 4-0, ils continuent. Et en effet, Galtier leur dit de continuer. Ils ont un appétit féroce. Moi, j'ai pensé en regardant le match à un cannibale et j'ai aussi pensé à ce moment-là au vrai cannibale, à Eddy Merckx, et en me disant attention, Eddy Merckx remportait tout, il ne se laissait rien à ses concurrents, et quand c'est le cas, ce qui se passe, c'est que tu fais peur à tes concurrents et les mecs, ils élèvent leur niveau de jeu. Donc, on a vu ça contre Brest, la première mi-temps de leur vie, de la saison. Ils n'avaient jamais aussi bien joué. Et j'ai un peu peur que sur les matchs suivants, ça fasse ça. On va vraiment être attendu maintenant parce que aussi tous les commentateurs disent qu'on a le plus beau jeu de France. Et on revient, tu sais, sur ces comparaisons, le Barça du Nord, etc., qu'on n'avait plus entendu depuis 2011-2012. Je t'ai vu réagir, Christophe C. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? C'est Lille qui était bon. Est-ce que c'est pas dangereux justement cette soif de but, de victoire, alors qu'on va entamer une série de 10 matchs? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable au bout à 3-0 de lever un peu le pied et puis de gérer un peu l'effectif ? Christophe, ton avis ? Dangereux, non, je crois pas. Justement, je pense que justement avec des résultats comme celui-ci, avec un enchaînement de matchs positifs, avec des buts marqués, ça peut nous rappeler des belles époques de 2011 où on enchaînait les scores fleuves à chaque fois, où on se laissait dominer par personne ne nous faisait peur et justement nous on faisait peur et c'est comme ça qu'on gagnera et on enchaînera, je pense. Je pense que justement ça va amener de la positivité partout, dans toutes les lignes, en essayant aussi de garder un effectif forcément qu'il faudra faire tourner. Avec notamment des joueurs comme Iconé qu'on ne voit pas, ou en tout cas moi je ne reconnais pas par rapport à la saison dernière, des gens comme ça qu'il faudra investir de toute façon, avec Araujo, avec tout l'effectif qu'on connaît. Et je voudrais mettre en avant sur le match justement de dimanche, un joueur dont on ne parle pas beaucoup, forcément c'est pas un joueur offensif, il marque pas, mais je trouve qu'il est de plus en plus performant en enchaînant les matchs. C'est Soumaoro en défense centrale qui supplée fortement Fonte. Et voilà, je voudrais mettre un petit peu en lumière ce joueur, qui est un joueur fidèle au LOSC, je trouve, en tout cas. Et voilà, j'apprécie beaucoup. Et voilà, j'ai apprécié son match, en tout cas. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose ? Non, juste pour dire que y a les deux possibilités. Lille a été bon, Lorient est passé. Après, Lorient, c'est quand même une équipe, par exemple, je prends les exemples de Lyon et de Marseille, qui avaient fait de bonnes perfs, même si je crois qu'ils ont perdu 2 fois, si je dis pas de bêtises, ils avaient fait de gros matchs chez eux. Maintenant, bon, Lille est plus fort que Lyon et Marseille, on peut le dire, donc ils ont eu beaucoup de mal et on les a même pas vus du match. Et toi, Christophe D, tu en penses quoi ? C'était Lorient faible ou Lille extrêmement costaud qui les a étouffés ? Je ne connais pas des masses l'équipe de Lorient, mais ce que je peux dire, c'est que au milieu de terrain, on les a vraiment, vraiment bougés, quoi. On a eu 2 moteurs qui sont Tcheka et André qui ont été énormes. Un Bamba étincelant. Et ça, c'est au niveau du milieu de terrain, ça les a vraiment bougés. Enfin, on les a empêchés de jouer. Et puis, les relances étaient prises quasiment tout de suite. Enfin, c'était vraiment un attaque-défense quasiment tout le match, quoi. C'est assez rare de le voir. Et pour que ça arrive, pour que ça se passe comme ça, il faut absolument que l'équipe soit concernée de bout en bout. Alors, je ne sais pas si Lorient aurait pu mieux faire. Après, leur tactique à Lorient, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas comment ils voulaient jouer. Je ne sais pas. Je sais pas s'ils voulaient jouer sur leur attaquant qui va vite et puis tenter un contre, un coup de temps en temps, ou s'ils avaient un truc plus abouti. Mais on n'a rien vu de Lorient. Enfin, vraiment, on n'a rien vu. Et bon, tant mieux. Hein, tant mieux. Mais c'est agréable d'avoir un match sans trop de suspense. C'est bien aussi, quoi. Alors, ils ont été aussi desservis par une défense qui était vraiment catastrophique, hein, entre leur charnière centrale, Gravillon et Laporte, où on peut vraiment dire que Gravillon était sur une chaussée glissante et Laporte, c'était la porte ouverte dans la défense lorientaise. Et en plus, pas trop soutenu finalement par les cadres de l'équipe, Jérémy Morel, qui n'était pas très hardi sur ce match. Donc, ça, plus la qualité lilloise, forcément, ça devait finalement aboutir à une différence très marquée. Pour
pour faire le tour finalement de la question, Christophe Pélissier, l'entraîneur, a été dithyrambique par rapport à quand il a décrit finalement la victoire du LOSC. Bon, il a avoué qu'il n'avait pas existé contre Lille et il a comparé Lille comme étant la seule équipe capable d'embêter le PSG. Sur cette équipe de Lille, donc cet épouvantail de la Ligue 1, il y a bien sûr Yazice. Quels sont les joueurs que vous retiendrez en fait sur ce match? Qui veut commencer? Allez, Christophe C. On va faire le tour dans l'autre sens. Pour le LOSC, Pour le LOSC, tout à fait. oui. Ouais, bah, la ligne d'attaque, hein, forcément, la ligne d'attaque est le milieu de terrain complet. Enfin voilà, moi j'ai du mal à ressortir un joueur, bon, Bamba, forcément, sur le match. Et puis mon ami Jonathan David qui marque enfin et qui fait en plus une action un petit peu avant, je crois, avec une frappe sur le poteau. Donc le déclic peut-être, voilà. En tout cas, je l'espère pour lui et pour nous, en essayant d'aller un petit peu plus loin et de pousser jusque jeudi, où peut-être il fera la différence aussi. En tout cas, il a gagné en confiance, il a gagné en physique aussi, je trouve. Voilà, après, forcément, toujours les mêmes, hein, donc, et puis, comme je disais tout à l'heure, Soumaoro en défense qui fait un match sérieux et je pense qu'on aura besoin de lui parce que notre ami José vieillit un petit peu quand même, hein, donc voilà, c'est un petit peu plus difficile que l'année dernière avec les soucis de Covid également qu'il a pu avoir, donc on aura besoin de lui, donc voilà, un joueur important, je crois. Et Christophe D, dans cette équipe du LOSC, qui, il faut le rappeler, était privé de 5 joueurs, dont 4 quasi titulaires, pour soit des blessures, donc Renato Sanchez ou Celik, ou des suspensions, donc Fonte, Ilmaz, les deux papas du LOSC étaient sur le banc, enfin même pas sur le banc, ils étaient dans la tribune. Quels sont les joueurs que tu retiendrais à Lille pour cette performance? Bah, je mettrais alors, David, il a marqué son but, mais il n'a pas fait que ça. Ça fait plusieurs matchs qu'il joue bien. Il a encore bougé beaucoup la défense. Il a fait une passe de but décisive et il a marqué un but. Et c'est super pour lui et j'espère qu'il en marquera plein. Yazici, qui est toujours qu'il est, qui est dans une période faste. Et après, tout le milieu de terrain. Alors, Araujo, t'es un peu en dessous, je trouve. Mais bon, alors, voilà, ça va, quoi. Tcheka, André, la défense centrale solide. Enfin, voilà, c'était Maignan qui a fait ce qu'il fallait faire. Non, c'est vraiment un très très beau match, très bien abouti. Il n'y a pas vraiment un joueur. Enfin, si un joueur met au-dessus, ça sera encore une fois Yazici parce qu'il est passeur, il est buteur et puis il fait bouger l'équipe au début du match. C'est lui qui entraîne l'équipe au début. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui étaient très bons sur ce match-là. Baptiste, ton top 3 ou 4 pour l'équipe de Lille, quel est-il? Alors, je pense qu'on les a déjà cités, hein, Yazice, Soumoro et Luis Araujo aussi, qui a été bon, assez percutant dans le jeu. C'est lui qui marque, qui fait aussi des bonnes passes, qui a été bon. Après, ça peut être un grand joueur non plus, mais il a été bon. Après, je vais pas essayer de reciter aussi tout le monde, tous les joueurs. Après, il y a aussi l'entrée de Soumaré et de Liadji que j'ai trouvé parfaitement bonne, surtout Soumaré, qui est bien rentré dans son match où on avait vu qu'il faisait une mauvaise perf. Et là, aujourd'hui, le match de Lorient, il a fait une bonne perf, je trouve. Donc, ça fait un bon match pour lui. Julien, tu es d'accord avec ce concert de louanges, hein, ou tu veux mettre l'accent sur un ou deux joueurs supplémentaires? Arroyo, pas trop. Après, je suis d'accord avec Christophe et je suis d'accord avec Christophe. Je suis d'accord avec Christophe pour dire que c'est avant tout la victoire d'un groupe et donc la victoire de Galtier. Ce qui me plaît, c'est de voir une vraie identité de jeu, c'est de voir un LOSC qui arrive à étouffer ses adversaires et donc une organisation à laquelle tous les joueurs adhèrent. Et quand on parle de tous les joueurs, c'est pas 11 joueurs, c'est pas 14 joueurs, on est plutôt sur 22 joueurs. Ça fait longtemps que Galtier disait cette saison, j'ai doublé tous les postes. Et là, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on a commencé à le toucher du doigt. Parce que quand il manque 4 titulaires comme ça et que les remplaçants sont là, bah, tu te rends compte que ça marche toujours aussi bien. Moi, j'avais un peu peur hein, avant ce match. C'était pas gagné d'avance quand il y a autant de changements. Et pourtant, ça a super bien joué. Donc ça, c'est hyper rassurant, la victoire d'un groupe. Après, sans surprise, Yazice, Bamba, David, je vais dire comme tout le monde. Et je suis aussi d'accord avec Christophe quand il disait tout à l'heure Tcheka et André. Et moi, je soulève quand même le fait, alors je ne l'explique pas vraiment, que ces deux mecs aient eu les plus mauvaises notes finalement dans l'équipe, dans la voie des sports, alors que très sincèrement, alors est-ce que c'est un manque de culture de foot de la part des mecs qui mettent des notes? Je ne sais pas réellement, mais
On sait très bien que des mecs comme ça, des récupérateurs, s'ils sont pas là, c'est pas le même match. Et c'est surtout quand ils sont pas là qu'on s'en rend compte. On se souvient à l'époque de Cabaye. Cabaye, ouais, il joue bien. Quand Cabaye, il était là, c'était vraiment pas le même match. Et je pense que c'est pareil. Là, Sheka, il était partout. Il a pas arrêté de courir. Et c'est ce qu'on appelle beaucoup le jeu sans ballon. Et dans le jeu sans ballon, ben, le mec, il coupe tellement la possibilité de l'orienter de faire des bonnes passes qu'au final, tu passes ton temps à récupérer les ballons et donc à avoir le pied sur le ballon, puisque je crois que tu parlais de 60-40 en possession de balle. Et ben ça, c'est grâce à André et à Sheka. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils sont si mal notés le lundi dans l'équipe et dans la voie des sports. Mais bon, c'est souvent comme ça pour les milieux récupérateurs. On a déjà dit beaucoup de mal de la presse nationale et régionale la semaine dernière. On va être beaucoup plus sage cette semaine. Sinon, après, on va finir par se faire des ennemis. Arnaud, je ne sais pas si on a récupéré ta voix. C'est bon, il y a un petit problème. Oui, c'est parfait. Est-ce que tu voudrais compléter finalement ce tour de table ou est-ce qu'il y a des avis sur le chat de Twitch? Le mien, déjà, d'une part, c'est que tout le monde a été bon. Je vois personne qui a été vraiment en dessous, réellement. C'est vrai qu'on a fait un match plein. Si on fait le même match demain, on met la même à Milan. Mais je pense que Milan, ils vont un peu réagir. Mais là, c'est vrai que Lorient n'a pas été excellent. Ils ont été même asphyxiés dès le début. Et on a quand même été très très bon quand on voit déjà le nombre de tirs, 31 tirs, c'est déjà pas mal quand même, déjà d'une part. Et après, au niveau sur le chat, bah oui, après on dit aussi vraiment que quand David n'est pas là, n'est pas aligné, ça se sent au niveau de l'impact. Et c'est vrai qu'au niveau impact, il pèse beaucoup. Ça me fait souvenir un peu à un joueur comme Bakary. On n'aimait pas trop non plus. Mais Bakary, quand il était devant, il pesait énormément sur la défense. Et grâce à lui, quelquefois, on gagnait aussi des matchs. Donc, on verra ce que ça va donner un peu par la suite. Mais bon, après, c'est ça. Pour les plus anciens, la différence pour l'instant entre Bakary et Jonathan David, c'est que Bakary marquait tout dit. Mais on souhaite à Jonathan David de faire de même très rapidement. Et après, il y a l'élément de Pulco qui dit aussi que André, c'est l'homme de l'ombre. Et c'est vrai que, comme disait Julien, Cabaye, on était souvent mal noté ou autre. Mais c'est un peu comme Cabaye, en fin de compte, André. Et après aussi, Maignan. C'est Simon 650 qui dit Maignan qui a fait l'arrêt juste avant la mi-temps, et ça c'est vrai aussi parce que revenir avec 0 but juste avant la mi-temps, c'est très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette foire au merlu, finalement, de cette pêche au merlu qui était fructueuse pour le LOSC. On peut passer au deuxième sujet de l'émission. Deuxième sujet de l'émission, c'est on va aller dans les couloirs du LOSC. La semaine dernière, il y a eu toute une série d'événements qui se sont passés, qui ont attisé la curiosité de la presse nationale et régionale. Alors ça commence depuis le mois d'août avec une absence de Campos dans le fonctionnement quotidien du club et des rumeurs de départ qui apparaissent généralement avant chaque grande affiche. Et ça s'est enchaîné avec une interview de Galtier qui réclamait finalement le retour, en tout cas qui regrettait l'absence de Luis Campos. Et le lendemain, on a eu un article avec une déclaration qui annonçait le départ de Marc Ingler. Alors, y a-t-il une crise au LOSC? Est-ce qu'il faut considérer ça comme une crise de gouvernance dans le club? Alors, qui veut commencer sur ce sujet un peu moins sportif? Hop. Allez, Christophe D. Clairement, oui, il y a une crise. Qu'on le veuille ou non, il y a une crise. Que Galtier soit obligé de faire une sortie dans la presse pour dire écoutez, j'en ai marre, je ne sais pas où ça va, je veux savoir où est Campos, je veux travailler avec lui. Pour qu'il soit obligé de faire cette sortie-là, c'est qu'il y a une crise. Sinon, il l'aurait réglé en interne. S'ils n'ont pas réussi à régler ça en interne, à se parler, à trouver des solutions, c'est qu'il y a un souci. Et voilà, j'espère que cette crise ne sera pas trop grave, parce qu'on a déjà un club qui est bâti sur un équilibre, un montage financier dont je ne suis pas assez connaisseur pour comprendre comment ça marche au juste. Si en plus on doit se mettre avec un montage sportif compliqué, ça va être compliqué. On est quand même sur un directeur sportif Campos qui n'est pas salarié du LOSC, qui est conseiller, rattaché directement au président Lopez. Et donc c'est un peu spécial comme montage, quoi, avec
c'est un conseiller, mais qui prend les décisions pour le club, avec des gens dans le club qui sont obligés de subir ces décisions. Donc c'est quand même super compliqué. Ceux qui travaillent dans l'entreprise ou dans une association, ils peuvent comprendre que c'est compliqué. Et donc oui, il y a une crise, et je ne sais pas comment ça va se finir. J'ai essayé de suivre le CV de Campos. C'est très compliqué parce que c'est quand même un gars qui change très souvent d'horizon. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer, quoi. Mais bon, oui, on est en crise. Christophe C. Alors, crise ou pas crise? Chris, je sais pas. En tout cas, moi, je suis inquiet si vraiment Campos décide de partir et de s'investir plus dans Football Manager plutôt que dans le LOSC. Ouais, ça m'inquiète un petit peu parce que ce qui a été fait de bien, en tout cas, ce qui est visible, je trouve que c'est Campos qui l'a bien fait. Les joueurs qu'il est allé chercher, comme Ilma, je pense que ça vient de lui. Des gens comme ça, on ne serait pas forcément allé les chercher sans lui. Marc Igla, je connais moins bien, je connais pas trop non plus ses fonctions au sein du club, donc peut-être qu'il est aussi très très important. En tout cas, d'après ce que j'ai pu en lire, il est très proche de notre président, donc ça va être compliqué à gérer. Mais il y en a un dont on n'entend pas parler du tout, c'est notre président. Ou en tout cas, moi je l'ai pas entendu, et c'est peut-être aussi à lui de faire le ménage et de faire, en tout cas, de taper sur la table. C'est le moment peut-être de le faire, et pas forcément qu'à Galtier de le faire. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Les histoires internes comme ça. On ne nous dit pas tout, disait l'histoire. Baptiste, tu as un avis sur la question ou ça te paraît vraiment très compliqué, très loin? Bah ouais, je pense que ça me paraît compliqué tout simplement parce que le système du LOSC est très compliqué. Marc Ingla qui est directeur général mais qui est aussi actionnaire du club, enfin, c'est vraiment très compliqué hein, le système du LOSC. Après, moi j'attends qu'une chose, je pense que beaucoup le souhaitent, c'est le retour de Luis Campos. Ça sera dur, mais en tout cas on espère vraiment qu'il va revenir parce que c'est vraiment l'atout de notre projet. Et je voulais juste souligner Christophe Galtier qui disait en conférence de presse juste avant Lorient, je souhaite travailler à trois, le président Gérard Lopez, Luis Campos et moi, et il n'a pas osé dire un autre prénom. C'était vraiment Gérard Lopez, Luis Campos et lui. Alors, Julien, est-ce que c'est une crise qui est liée à une incompatibilité entre Ingla et Luis Campos, comme on le dit, ou est-ce que le mal est plus profond pour toi? D'abord, il y a eu un effet de communication, si tu veux, tu l'as bien dit, cette crise, elle est larvée depuis le mois d'août. Donc, c'est les médias qui ont fait ressortir des choses, alors qu'on sait que globalement, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Tu as simplement, il y a 15 jours, Campos qui parle à un journaliste, et le journaliste de Canal fait une sortie. Là, a priori, Ingla parle à un journaliste, et il y a des papiers qui sont faits là-dessus. La réalité, c'est que depuis plusieurs mois, les mecs peuvent plus s'encadrer. En point d'orgue, on a le contrat de Rémi qui n'a pas été renouvelé pour 100 000 euros, qui devait, a priori, être versé à un de ses représentants et qui n'a pas été à la dernière minute en raison de négociations justement de dernière minute de Marc Ingla. Et donc, on serait sur un truc où Campos lui dit écoute, moi, je t'avais dit de signer à ces conditions, tu ne l'as pas fait. Et Ingla, il dit je fais bien ce que je veux, c'est mon rôle aussi d'économiser de l'argent, de faire attention aux deniers. Donc voilà, les mecs peuvent plus se voir. Et il y a cette complexité que vous avez évoquée fort justement. Les mecs sont tous copains avec Lopez depuis longtemps. Ils sont actionnaires chacun dans des sociétés de Lopez depuis longtemps. Je crois, François, que tu as répondu à une interview de France Bleu Nord. Toi, tu disais que Campos était... Non ? Je vais développer juste après toi, pour une fois. Je vais développer un peu juste après toi, effectivement. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je pense que les deux sont importants. Parce que d'abord, on n'a jamais eu un directeur général comme Marc Ingla avec un CV pareil. Je vous rappelle quand même qu'il a été vice-président du Barça de 2003 à 2008. C'est lui qui a fait signer le contrat d'équipementier record avec Nike pour 900 millions d'euros. C'est lui qui fait rentrer Mediapro dans le foot espagnol. Alors, on voit ce que ça donne en France maintenant. Hein. On va peut-être trouver une autre référence pour Marc Ingla. Mais des milliards, tu vois, et qui met l'UNICEF. Il fait faire des tournées lucratives au Barça, en Asie, aux États-Unis. Et finalement, dans une moindre mesure, il a essayé de faire ça au LOSC en développant l'international, en développant la communication internationale. Alors, on peut parler de ce qui est en train de se passer en Chine avec la mise en place de centres d'entraînement pour les gamins, etc., avec des partenariats. Vous vous souvenez, je ne sais pas si, mais moi, ça m'a marqué. On a fait la couverture de Marca l'an dernier avec 3 joueurs du LOSC. Je vous le rappelle quand même. Soumaré, Osimhen, Gabriel. C'est un truc de fou. Ça n'est même jamais fait pour aucun club français.
Et tu avais 3 joueurs dans Marca, l'équivalent de l'équipe espagnole, juste pour dire ces jeunes sont extrêmement talentueux. Ça, c'est le boulot et d'Ingla et de Campos et ou Ingla Campos. Donc voilà, en tout cas, c'est pour repositionner un peu Ingla, même si en effet, les bruits de couloir qu'on a, c'est qu'il est cassant, pas très communicant, difficile, et qu'en plus, il a des problèmes perso à Barcelone qui fait qu'il est souvent au Barça, pour des raisons perso-familiales. Et puis après, il y a Campos, le magicien du football. On n'a jamais vu un mec générer autant d'oseille dans le monde avec le football. J'ai regardé un peu les chiffres. Campos, sur les 10 plus gros transferts qu'il a gérés, c'est 450 millions d'euros de plus-value entre Lille et Monaco. Pepe, Osimhen, Lemar, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Fabinho, Kongogbia. Tout ça, ça fait 450 millions. Pas de transfert, de plus-value. Donc le gars, c'est juste un magicien du foot. Donc à la question, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'il est remplaçable? Non, aujourd'hui, pas dans ces dimensions-là. On ne connaît pas un mec qui sait aussi bien détecter les jeunes talents et faire de l'argent. Et on sait que le projet de Lopez, c'est de faire de l'argent. C'est un mec qui investit dans les startups. Le job de Lopez, c'est d'investir dans plein de boîtes. Et sur 10 boîtes, il sait qu'il y en a 9 qui vont déposer le bilan. Il y en a une qui va performer et qui va complètement exploser. C'est un mec qui a le goût du risque. C'est comme ça qu'il voit la vie d'entreprise. Et c'est un gars qui a l'habitude de brasser des dizaines, des centaines de millions d'euros. Donc ouais, on est dans un truc hyper compliqué. C'est très difficile de dénouer le vrai du faux. Et d'autant que peut-être que par moment, on avait l'habitude de communication un petit peu amateur au sein du LOSC. Là, c'est fini. C'est de la vraie communication externe d'entreprise. Tout est calculé, tout est prémédité, tout est préparé. Peut-être la seule chose qui n'était pas préméditée, finalement, c'est cette interview de Christophe Galtier. Parce que moi, benoîtement, naïvement, je le crois sincère quand il dit « J'ai fait cette interview, j'ai eu mon président le soir, pas le matin, le soir, et on s'est expliqué longuement, ce qui voudrait bien dire qu'il a fait ce truc de son côté. Ça a tiré des sonnettes d'alarme en interne et Lopez l'a appelé pour le rassurer, lui dire « Je fais tout pour faire revenir Campos », parce qu'a priori, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'a expliqué Galtier en conférence de presse dimanche soir. « Je fais tout pour faire revenir Campos ». Et le lendemain, on apprend que Ingla serait partant. Bon, voilà, on en est là. C'est difficile d'en savoir plus. On est dans une crise larvée depuis cet été. Ouais, c'est sûr. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, j'ai été interrogé par France Bleu dans une de leurs émissions la semaine dernière. La question était, est-ce que le LOSC est en crise? Et en fait, j'avais répondu d'une façon beaucoup plus positive. J'ai toujours tendance à voir la bouteille à moitié pleine plutôt que celle qui est à moitié vide, en disant, je pense que, à la limite, non, le LOSC est peut-être en train de sortir de la crise, parce qu'effectivement, l'absence de Luis Campos depuis le mois d'août posait un vrai problème. Galtier l'explique dans son interview, parce que Campos, on le résume souvent comme étant le recruteur, celui qui déniche des pépites, mais apparemment, il règle aussi beaucoup de problèmes en direct avec les joueurs, leurs agents, quand il faut intervenir, et il décharge vraiment Christophe Galtier de ces relations qui peuvent devenir conflictuelles finalement avec les joueurs, parce qu'il a des rapports de confiance avec les joueurs et les agents, donc il a un rôle au quotidien qu'on a tendance à sous-estimer, qui est important. Donc l'absence de Campos est préjudiciable. S'il s'avère que c'est un problème de relation avec Ingla, moi je peux l'entendre, je ne jugerai pas Marc Ingla ou Luis Campos. J'ai eu l'occasion de rencontrer les deux à Luchin. On a d'un côté Luis Campos qui est vraiment remarquable. Tout de suite, on lui parle, on a l'impression, on le rencontre chez Boulanger où on va chercher une clé USB, on ressort avec un écran 2,50 m de large. Enfin, c'est un bonimenteur, il est affable, il est sympathique, il dégage de la sympathie, alors que Marc Ingla, quand on lui parle, il est certainement extrêmement compétent et je crois qu'il a été justement à ce poste-là pour ses compétences, mais en termes de communication, on ressort pas, le charisme, c'est pas ce qui ressort en première intention. Je veux dire, donc c'est deux personnalités, deux tempéraments qui sont complètement différents. C'est l'eau et le feu. Ça peut être complémentaire quand ça fonctionne bien, mais effectivement, quand il y a des conflits finalement sur des incidents liés à la gestion de certains dossiers, on prenait le cas de Loïc Rémy, ça peut exploser et à un moment, peut-être que Luis Campos en a eu un peu marre d'être freiné finalement dans certains dossiers et il a fait cette espèce de chantage qui a duré
durer quelque temps. Alors pas parce que je pense pas que Gérard Lopez s'en est pas occupé, bien au contraire, parce que cette crise, elle me fait un peu penser à la crise de la première année Lopez, à l'époque où on était proche de descendre, et où tous les journalistes évoquaient la situation financière du club en prédisant la disparition, les dépôts de bilan, les faillites, les montages financiers sulfureux. Et Lopez, un jour, je l'ai rencontré en réunion de supporters. Je lui ai rappelé qu'il y avait beaucoup de journalistes qui donnaient ces informations très inquiétantes sur le club et que j'étais surpris qu'ils ne les démentent pas. Et là, il m'a expliqué une chose, il m'a expliqué qu'il n'était pas là pour répondre aux journalistes, ce n'était pas son job. Et que lui, il avait des infos à donner, il le donnait une fois, et il n'avait pas à les répéter chaque semaine, c'était pas comme ça qu'il concevait son rôle de président. En fait, le temps de communication de quelqu'un comme Gérard Lopez est pas le même que celui des réseaux sociaux et ni celui de la presse. Je fais cette association un petit peu volontairement. On a d'un côté des gens qui veulent toujours des informations, revenir sur des points, alors que Gérard Lopez, lui, l'important, c'est de trouver des solutions. Alors, c'est vrai, par contre, que l'interview de Galtier, alors qu'elle soit, faite naturellement de son propre chef, ou pourquoi pas téléguidée, parce que tu disais aussi tout à l'heure, Julien, que dans la communication du LOSC, il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, l'exception que j'y vois peut-être. Mais voilà, donc est-ce que c'est une initiative de Galtier ou est-ce que c'est finalement un process de communication, on ne le saura jamais. Toujours est-il que c'est vrai qu'il y a eu une coïncidence, l'annonce du départ en plusieurs étapes de Mark Ingla qui se ferait, et a priori on peut estimer que Campos reviendra une fois que la place sera nette. Mais on n'a toujours pas d'assurance. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on espère. Si ça se trouve, Ingla partira et Campos ne reviendra pas. Dans ce cas-là, est-ce que ça signifie la fin du club? C'est comme ça que j'ai conclu sur France Bleu. Je ne pense pas, parce que Campos, on sait qu'un jour, il partira. Il partira peut-être dans 15 jours, il partira peut-être à la fin de saison, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, mais un jour il partira. Un jour, on n'aura plus le bénéfice de sa vista. Et il faudra qu'on trouve d'autres solutions, en sachant d'ailleurs que Campos, il s'appuie aussi beaucoup sur la société dans laquelle il est actionnaire avec Gérard Lopez, qui analyse les profils des joueurs, qui mixe dans une énorme calculette toutes les données et qui permettent finalement d'avoir du fond dans ses analyses et dans son flair. Donc c'est pas que l'humeur du vent, Campos. C'est très stratégique, c'est très calculé. Et donc, je pense qu'on pourra, en tout cas, on devra le remplacer un jour. Et je pense que l'institution LOSC, elle ne peut pas se permettre de dépendre uniquement de Luis Campos. Donc, si le départ d'Ingla permet à Campos de revenir, je pense que c'est une bonne chose, parce que je crois que Ingla est peut-être plus facilement remplaçable que ne l'est Campos. Mais si Campos devait ne pas revenir, je pense que c'est tout. On trouvera d'autres solutions. Et finalement, Galtier reformera un trio avec Gérard Lopez et un autre directeur sportif. C'est bien cette phrase-là que tu avais dite dans ton interview. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur le CV d'Ingla. Retrouver l'équivalent en termes de compétences et d'expérience aujourd'hui sur le marché européen, j'ai même du mal à le voir, tu vois. Donc oui, évidemment, Campos plus important qu'Ingla, mais on avait quand même un mec, alors encore une fois, pas sur la communication, mais sur les compétences pures, il est toujours là, hein, on a une Rolls, quoi, tu vois. C'est rare d'avoir quelqu'un d'aussi compétent et en plus qu'il y a autant d'entre-gens parce que quand tu as été au Barça et que tu as géré autant de dossiers, autant te dire que le mec, comme Campos, connaît tout le monde dans le football européen. Et Campos, juste pour ça, pourquoi il a un profil qui est extraordinaire, incroyable, parce qu'il est tant analytique, il arrive à gérer cet énorme fichier Excel là, à croiser des tonnes de données et en même temps, c'est un mec qui a été entraîneur de foot et à un bon niveau. Donc, il a cette sensibilité humaine que tu décris, affable, machin, le mec sympa avec qui on a envie d'aller boire un coup. T'inquiète pas qu'il fait exactement la même chose avec les familles pour séduire les joueurs qui viennent. Donc, il est trop fort. Il est entraîneur, donc il a cette vision du jeu collectif, de comment ça s'imbrique. Et c'est pour ça que Galtier l'aime autant. Je pense qu'il parle la même langue. Et en plus, derrière, il est capable de te monter une usine à gaz d'un outil qui te permet de détecter les plus gros talents sur des multicritères, qui est vraiment un job pour le coup de start-up, tu vois, d'algorithme. Des profils comme ça au monde, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est les grands dirigeants de grandes boîtes.
Et on a la chance quelque part d'avoir ces mecs-là chez nous en ce moment. Mais c'est difficile de faire travailler autant d'intelligence ensemble, et surtout que on a un président qui est pas beaucoup là, parce que quand vous vous penchez un peu sur ces business, nous le LOSC, ça nous tient à cœur. On est là ce soir, on prend notre temps le soir pour en discuter. Lopez, il a des centaines de millions en jeu dans des zones gazières et pétrolières dans le nord de la Russie. Il y a ses actions dans Wix. Il a des tonnes de dossiers en cours. C'est pour ça qu'il est jamais à Lille. Et il a été un peu plus présent à un moment où ça allait mal, parce qu'il a commencé à se faire plaisir, un peu comme le président actuel du RC Lens, par exemple. Ce sont des deux financiers londoniens, mais c'est leur jouet, finalement, le club. Et c'est vrai que depuis cette saison, on le voit un peu moins. Alors, c'est peut-être aussi lié au contexte Covid. C'est le contexte Covid qui ne facilite pas les relations géographiques entre la France, l'Angleterre et les autres pays internationaux. Mais c'est vrai qu'il a pris un peu de recul. Mais je pense que s'il avait dû communiquer ou taper du poing sur la table, il l'aurait fait bien avant. Et que s'il s'est tu, c'est parce qu'il gère son affaire comme ça à distance. Et tant que, même si la gestion du club est un peu sur le fil du rasoir, tant que ça tient, il y avait les résultats qui portaient tout le monde, et il n'a pas considéré qu'il y avait urgence finalement à taper du poing sur la table. Et l'interview de Galtier a peut-être permis justement de cristalliser finalement cette tension entre l'équipe de gouvernance et à déclencher finalement la démission de Mark Ingla. On a été très bavard sur le sujet. Est-ce que les réseaux sociaux sont bavards, Arnaud ? On a Schizophile qui dit que Lopez devrait quand même s'exprimer parce qu'il est totalement absent, comme tu disais aussi, depuis le début de la saison, alors qu'il avait dit il y a quelque temps que c'était un problème lors de la saison 2017-2018. Et c'est vrai qu'on ne l'entend pas, et même pour la démission de Mark Ingla, on a simplement entendu qu'il avait accepté sa décision, mais c'est tout. On n'entend pas. Et je pense qu'il devrait quand même laisser un petit message quand même pour les supporters et autres, peut-être pour les sponsors aussi, pour dire bon, bah voilà, Mark Ingla va partir. Il reste là pour l'instant, le temps que je trouve quelqu'un, mais qu'ils le disent clairement, qu'ils le disent voilà, et que Campos revient ou pas, qu'ils le disent aussi. Moi, je pense qu'il devrait être un peu plus clair là-dedans, parce que c'est vrai qu'on est dans le flou total. Et là, les journalistes, au point épais de travers, je pense qu'ils vont vite se régaler avec Lille. Hein. Surtout qu'on est bon en Coupe d'Europe, on est quand même deuxième en championnat, on est un club phare actuellement. Moi, je pense que Lopez devrait quand même dire un petit quelque chose au moins. Okay, parce que là, c'est vraiment le silence radio, donc on l'entend pas. Donc, moi, je pense que ce serait bien. Attention, sur Lopez a confirmé qu'il acceptait la démission d'Ingla. Il n'y a eu aucune communication officielle, il n'y a eu aucune prise de parole du président. Ce sont des articles de journalistes pour qu'il y ait a priori que Ingla puisse démissionner. C'est le conseil d'administration qui valide ou pas sa démission, pas juste Monsieur Lopez. Donc on entend des choses, on est peut-être en train de parler de rien, parce qu'il a peut-être pas donné sa démission, il est peut-être toujours là. Et c'est simplement Momo Bouafsi sur RMC ou je ne sais qui ailleurs qui a balancé cette info. Hein. C'est comme un transfert. Tant que vous n'avez pas un article sur le site qui dit c'est bon, c'est signé, il a passé sa visite médicale, il est là, c'est pas fait, c'est pas officiel. Donc, bon. Et puis, et c'est aussi une des raisons peut-être du silence de Lopez, c'est que c'est pas une simple démission. Je crois que c'était Baptiste qui disait ça. Mark Ingla et Gérard Lopez sont associés dans les sociétés qui détiennent le LOSC. Pour défaire le mariage, c'est pas un claquement de doigts. Il y a des documents juridiques, il y a des achats de parts, il y a toute une série de dispositions à prendre. Et c'est pareil avec Luis Campos. Ils sont associés dans la société de scouting. Donc là aussi, pour faire le divorce, il faut remplir les papiers. Tout ça, c'est très compliqué. Ça se fait pas en quelques semaines. Et ça explique aussi peut-être le silence de Lopez qui ne veut finalement communiquer que quand tout sera vraiment formalisé. J'ai interrompu quelqu'un, je ne sais pas qui voulait prendre la parole. Ouais, c'est moi. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est la position de Galtier. Parce que moi, je pense pas que ce soit commandé, la position de Galtier, quand il a fait sa déclaration à l'équipe. Je pense pas. Je pense que Galtier, vraiment, il veut savoir où il va. Et là, il est en contrat jusqu'en 2022. Et là, je pense qu'il se dit, moi, je vais pas continuer si je sais pas sur qui je peux m'appuyer. Je sais pas quelle est la position du LOSC, je sais pas où on va. On a parlé de Lopez qui n'était pas présent.
en effet, pour Galtier, ça va pas être facile. Campos qui est parti, Ingla qui est peut-être en train de démissionner, on ne sait pas trop. En fait, la voix du LOSC, c'est Galtier. Tout le monde, celui qu'on entend, c'est Galtier. C'est toujours lui qui parle. Et il ne peut pas parler au nom de tout le monde sans savoir sur qui s'appuyer. C'est impossible pour lui. Donc sa position, elle est impossible s'il n'y a pas un président, s'il n'y a pas quelqu'un du directoire qui vient l'appuyer. Et moi, ça m'inquiète parce que il peut pas être à la Alors, ce qu'il fait au niveau sportif, c'est génial. Hein. Franchement, l'utilisation des joueurs et ce qu'il en fait, c'est de mieux en mieux. Même, je dirais, c'est mieux que l'année passée, c'est mieux qu'il y a 2 ans. Mais à un moment donné, il faut le soutenir. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. Parce que si on le soutient pas, le gars, il peut être tenté de dire, OK, il n'y a personne qui me soutient, moi, je vais aller voir ailleurs. Et puis, on va se récupérer pas si, encore une fois, ça va bien. Et il le dit dans l'interview, hein. Il dit qu'il fait le travail que les autres ne font pas à cause de cette problématique. C'est ça ce qu'il y a dans l'interview, et qui se finit d'ailleurs sur un clin d'œil, puisque son dernier mot, c'est sur le renouvellement de son contrat. Et donc, avec un clin d'œil en mode, ouais, il va falloir renouveler, il va falloir passer à la caisse, parce que là, je suis en train de faire le boulot de tout le monde. Ouais, c'est un peu comme ça aussi que je l'ai compris, cette interview. Mais tu as raison, il faut absolument le protéger. Il a toutes les casquettes, il fait tout seul. Et il le dit d'ailleurs, il dit, je fatigue. J'en fais trop. Évidemment. Plus Évidemment. d'hommes de terrain. Et il a raison. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet, Christophe, Baptiste? Non, c'est bon? Juste un commentaire sur le chat Twitch que je vois là. C'est Zarko de Schnorr qui nous a rejoint et qui fait référence finalement à mon image de Campos dans un magasin d'électroménager où tu viens avec une clé USB et tu repars avec une télé. Et lui, il nous dit, en prenant position, avec Ingla, tu vas simplement au SAV avec ta TV. Donc ça illustre un peu la différence entre les deux hommes, je pense. Voilà, on a terminé cette deuxième partie. Je pense que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir assez souvent sur toute la saison. On espère que finalement mon verre à moitié plein prendra le dessus sur le verre à moitié vide. Mais on attend la suite et bien sûr la solution de ce ménage à 3 qui est en fait un ménage à 4 dans les meilleurs délais, et on espère que ça n'obérera pas les capacités sportives du club. Troisième partie de l'émission, donc on est toujours avec l'équipe du bistrot, donc avec les deux Christophe C, Christophe D. Nous avons Julien des DDP, nous avons Baptiste avec nous, nous avons Arnaud à la technique, qui a un choc, la technique, je ne parle pas d'Arnaud, là on est à la moitié de l'émission. Troisième sujet, un retour sur l'UEFA Europa League, le match de Milan. Alors est-ce que c'est une confirmation, ça va être une confirmation pour le club, ou est-ce que ça va être une revanche pour des Milanais qui sont vexés d'avoir pris une fessée à San Siro? Qui veut commencer? Comment vous voyez ce match? Baptiste, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu parler. Je pense que le match il sera un peu plus disputé que ce premier. Il y aura les Milanais qui auront envie de prendre une revanche. Je pense que se prendre 3-0 chez eux, ça leur a pas plu. Avec quand même des absents et pas n'importe qui. Je pense à Zlatan, Ibrahimovic et Rafael Leao qui sont quand même deux grands joueurs et surtout des cadres entre guillemets de l'attaque, des références. Et donc je pense que ça va peser aussi dans leur attaque. On verra comment ils essaieront de jouer. Maintenant, je m'attends à un match plus disputé. Je pense pas qu'un si grand écart de 3-0 puisse avoir lieu. Maintenant, je pense quand même que Lille, si jamais ceux-ci venaient à rééditer leur même match au match aller, on pourrait bien évidemment gagner ce match tranquillement. Enfin, pas tranquillement, mais en tout cas le gagner. Christophe C, quel est ton avis sur ce match? Alors, certes, Milan va être remonté parce que vexé par sa défaite il y a 3 semaines, va pâtir de l'absence de Zlatan, mais à Lille, il y aura des absents. Il y aura surtout Renato Sanchez. Alors, est-ce qu'il vaut mieux jouer sans Sanchez ou jouer sans Zlatan? Quel est le club le plus handicapé selon toi? Milan, je crois quand même. Zlatan, quand on voit encore le match qu'il a fait le week-end dernier, et notamment un de ses buts là, qui est extraordinaire, on va quand même affronter le premier du championnat d'Italie. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel club. Il faut respecter ce club.
Après, Milan va aussi affronter le meilleur buteur de la Ligue Europa avec notre ami Youssouf. Donc voilà, je pense que ça va être un beau match intéressant. J'espère un match ouvert, pas un match trop tactique. Je pense qu'on n'est pas capable de le faire de toute façon. Donc, mais voilà, une belle équipe de Milan cette année, je trouve, qui a réussi à se renouveler. Voilà, c'était un club qui périclitait un petit peu ces dernières années, mais là, cette année, une belle équipe à avoir joué. Alors après, Zlatan, je pense qu'il est remplaçable, hein. On le dit souvent, qu'il est jamais là devant les grosses équipes. Bah voilà, ça a été le cas au match aller. Donc, mais je pense qu'il va être bien remplacé. Il y a de quoi faire devant. Milan, c'est quand même un beau groupe. Encore une fois, un beau groupe, pas qu'une belle équipe. Christophe D, tu rejoins cette analyse? Ah oui, je pense que ça sera un beau match, en effet. Je pense que c'est un beau groupe en face. Mais on a fait une très belle image au match aller. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il faut faire jouer Yaziki dès l'entrée? Pourquoi? Parce que si on le fait jouer, il sera ciblé. Donc il sera ciblé. On sait qu'on peut jouer autour. Quand on a un joueur ciblé, c'est facile de jouer autour et ça crée des brèches. Et voilà, c'est une solution. L'autre solution, c'est de se dire, on va faire jouer Yilmaz et David devant, par exemple, et on fait une rentrée d'Yaziki à la 50e minute qui peut les marquer, quoi. Peut-être pas les tétaniser, mais les marquer, leur dire merde, il rentre ce con, il nous a déjà mis 3 buts au match aller, mettons que ça fait 0-0 ou 1-0, enfin voilà, ça peut faire, voilà. C'est comment aborder ce côté-là, mais je suis assez confiant, je pense qu'on va gagner. Comme le disait, je ne sais plus qui disait ça, mais il disait qu'il n'avait pas gagné 3-0 au match aller. En effet, on ne gagnera pas 3-0 au match aller, je ne pense pas, mais je suis assez confiant. Alors, Milan fait figure d'épouvantail, notamment là, il vient de remporter la victoire à Naples avec un match qui, alors, quand on regarde les statistiques, curieusement, c'est les statistiques qui ressemblent un peu à celles du match Lille-Lorient, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une possession de balle qui est extrêmement à l'avantage de Naples, 63 contre 37. Naples a fait 603 passes durant le match contre 355 pour Milan, et en fait, on a 19 tirs pour Naples contre 13 pour Milan et 7 tirs cadrés de chaque côté. La différence, c'est que en nombre, les arrêts de gardien, il y a 6 arrêts pour Milan. Alors on s'aperçoit que Donnarumma, pour ce soir-là, il n'avait pas mis ses gants en peau de zboob. Hein. Il a réussi à faire des arrêts, ce qui n'était pas le cas contre Lille. Donc quel Milan on va voir contre Lille jeudi, selon toi, Julien? Moi, je pense qu'on va avoir un Milan en difficulté. Tu posais la question de Sanchez-Zlatan. Sans Sanchez, on a répondu ce week-end. On gagne 4-0, on gagne super bien et on se demande même pourquoi on n'a pas gagné 7 ou 8. Eux, ils ont une vraie Zlatan dépendance. C'est Christophe qui disait ça tout à l'heure. 10 buts en 6 matchs. Et contrairement à ce que tu disais, Christophe, parce que j'ai regardé un peu les chiffres, Zlatan, c'est dans les compétitions européennes qu'il n'est pas bon. Mais là, sur les gros matchs, il a été là parce que c'est doublé contre l'Inter, doublé contre la Roma, doublé contre Naples. Alors, et attention quand même à ce Milan assez leader parce qu'ils ont joué les 3 gros que je viens de vous citer, mais les autres, ça a été des petits qui sont dans la deuxième partie du championnat. Donc peut-être un niveau du Milan à relativiser quand ils auront joué tous les gros. Mais en tout cas, cette Zlatan dépendance, elle existe parce que le mec, il met un doublé contre les 3 gros. Et puis Raphaël Leao, Baptiste avait raison, c'est quand même 2 buts et 3 passes décisives. Hein. C'est pas des cacahuètes, c'est pas rien. Donc le petit Raphaël, il est vraiment là. Il y a Alexis Salamakers qui est incertain aussi. Donc, il y avait encore un attaquant qui est incertain. Je ne sais pas avec qui vont jouer devant finalement Milan. Donc moi, je suis plutôt très confiant sur ce match en me posant la question du niveau réel du calcio depuis quelques années. C'est quoi le niveau du foot italien? Est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on a été aussi dominant lors du match aller? Bon, mais je pense avoir la réponse. Moi, je pense que le football italien est plutôt plus faible qu'avant, donc c'est aussi pour ça. Et alors, en tout cas, si on a 22 mecs aussi concentrés que ce qu'on a vu dans les petites vidéos là, du match aller, si on respecte aussi bien le plan de jeu de Galtier qui, à n'en pas dire, a très bien préparé le match, moi, je ne vois même pas pourquoi on ne gagnerait pas à nouveau 3-0. Tu vois, je suis très, très confiant sur ce match. On fera un petit concours de pronostics juste après cette partie. On prendra des notes. Alors, on va pas résumer
ce match à cette bataille des forfaits, parce qu'on a l'impression dans une pub pour les téléphones mobiles, mais comment dire, Arnaud, tu as un avis sur la question? Est-ce que Twitch a parlé? Déjà, pour ma part, c'est que je vois aussi que je suis un peu comme Julien. Moi, je les vois gagner, mais bon, peut-être pas non plus 3-0 non plus. Mais je les vois. Moi, ce match-là est très très important. Pourquoi? Parce que si on gagne, on est quasi sûr d'être qualifié. Donc là, on pourra jouer plus librement les 2 derniers matchs et on pourra se consacrer uniquement au championnat. Et ça, c'est déjà le plus important déjà d'une part. Et après, c'est vrai que les absents, il y en a de leur côté, mais il y en a aussi de notre côté. Hein. C'est vrai que Sanchez, sans Sanchez à Milan, je ne sais pas si on faisait 3-0 aussi. Hein. Donc ça va peut-être jouer aussi. Mais après, c'est vrai qu'on a joué Lorient. Mais après, c'est Lorient 18e bon, de Ligue 1. C'est différent. C'est pas Milan AC non plus. Mais on verra bien. Après, au niveau du Twitch, Schizophile, ce qui dit, voilà, justement, ce serait bien de gagner, non seulement pour la qualif, mais surtout pour qu'on n'a plus qu'à gagner à la maison en Europe depuis 2014. C'est vrai qu'on n'a plus gagné depuis 2014 aussi, chez nous. Et il y a le frère de Julien qui est là et qui dit, à l'image de la Juve hier, le calcio n'est plus aussi relevé qu'avant. Et ça, c'est vrai. Le calcio. C'est une position familiale, tu vois. Vous êtes parlé avant l'émission, c'est ça? C'est vrai qu'on regarde un peu les matchs de la Juve et autres. En Europe, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'on les voit beaucoup moins. C'est plus aussi transcendant qu'à l'époque. C'est un peu comme en Espagne. Les Espagnols ne sont plus aussi forts. Ce qui reste fort actuellement en Europe, c'est les Allemands et les Anglais à l'heure actuelle. Oh, tiens. Tu avais quand même l'Atalanta Bergame l'année Oui, dernière c'est vrai. qui avait fait une C'est très vrai. très belle saison. C'est vrai. Voilà, club surprise, c'est ça, ouais. c'est les clubs surprises. C'est plus les gros comme avant. Alors, pour conclure cette partie sur l'UEFA, on va vous demander vos pronostics à tous. Avant, je voulais rappeler le classement du groupe. Lille a 7 points, Milan a 6 points, le Sparta a 3 points et le Celtic un seul. Et donc, c'est vrai, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, si Lille gagne contre Milan, ça leur fait 10 points. Et si le Sparta ne gagne pas son match, donc s'il y a match nul ou si c'est le Celtic qui remporte la victoire, Lille est quasiment qualifié pour les 16e de finale. Il faudrait juste éviter de perdre 3 ou 4-0 contre le Sparta, mais en tout cas, on aurait de grandes chances de pouvoir se qualifier dès le match suivant. Ça veut dire qu'on pourrait gérer à l'économie la fin de cette période de 10 matchs et ce ne serait pas du luxe compte tenu de l'actualité sportive. Alors, vos pronostics, c'est le moment de vous lancer. Alors, qui veut commencer? C'est toujours difficile de faire le premier pronostic. Christophe T, vas-y. Alors moi, je vais dire une victoire étriquée parce que tout le monde va dire 3-0. Moi, je vais dire 2-1 pour Lille. Et j'espère que David marquera de nouveau. David Yilmaz, allez, les attaquants. Victoire, tu bosses chez France Bleu Nord, toi. Tu te crois chez Tribune. Non, il aurait dit match nul ou défaite de Lille. Christophe C, ton pronostic. Ouais, je vais devoir le changer aussi parce que j'étais parti sur un 2-1, mais ouais, un petit 2-0, ce serait plutôt pas mal, voilà, avec beaucoup de jeux. Et puis un clean sheet pour notre ami gardien, ce serait quand même bien aussi de pouvoir résister encore une fois, ne pas prendre de but. 2-0 pour Lille. Julien, on va voir si tu es de même que ton frère qui a donné son pronostic sur le chat du Twitch. Défaite du LOSC, mais Lens gagne. Ah non, je me suis trompé d'émission, pardon, on n'est pas dans le tribune. Donc, je donnerai un 3-1 pour Lille. 3-1 pour Lille. Et avec un doublé de Jojo David. Baptiste, est-ce que tu es aussi optimiste que nos collègues? Ouais, mais je vais quand même partir sur un 1-0, moi. Je m'attends à un match vraiment fermé. Je pense qu'un 1-0, bon, ça pourrait être pas mal, la victoire de Lille, mais 1-0 avec un petit but, allez, on va dire de Botman sur la tête, ça pourrait être pas mal. Arnaud, ton pronostic? Moi, je vois 1 ou 2-0, mais je vois une victoire de Lille, 1 ou 2-0, pas plus. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir un but sur corner, donc style Botman, c'est vrai que, ou Fonte, ce serait l'idéal, franchement. Mais après, on verra bien là-dessus, mais... Après, je sais pas, mais ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile. Je pense que Milan va venir vraiment pas la fleur au fusil. Ils voudront se rattraper, on va dire.
Moi, j'ai pris note de tous les forfaits, des circonstances du match. Je serai, comme d'habitude, excellent dans les pronostics. Je vois une victoire de Milan 1-0 avec un but sur un retourné de Zlatan. Est-ce que sur le forum de Twitch, il y a des Oui, pronostics? là, on a Zarco qui dit 1-0, but de David à la 92e. Schizophile qui dit 1-0 me suffirait. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop gourmand, comme il dit. C'est pour la Peut-être aussi. 96e. Après, c'est les arrêts de jeu. Après, moi, j'ai pas calculé s'il y avait du vent ou pas, hein, donc on sait jamais. Hein. 96e, c'est une petite dédicace soublonnée à nos voisins, c'est ça? Exactement. Après, il y a le frère à Julien qui a dit 1-0 ou 2-1. Avec des buts, un but de David également aussi. Et à croire qu'on se parle. Hein. Et après, il y a Simon qui dit aussi 2-0. But de David et de Iconé. Iconé, ouais. Bah, écoutez, on verra ça donc demain. Je crois que le match est retransmis à la télé en clair, toujours sur RMC et puis sur Téléfoot. Donc, il est sur toutes les chaînes. C'est parfait, on aura tous l'occasion de le voir et on n'aura aucune excuse de ne pas pouvoir le débriefer la semaine prochaine. Il est temps de passer à la... Je ne sais pas qui je vise en disant ça. Il est temps de passer à la 4e partie de l'émission. Donc, retour au championnat, retour au prochain match de championnat. On a appelé ça un dernier verre pour finir la semaine. Un déplacement à Saint-Étienne. Les déplacements à Saint-Étienne, souvent, c'est difficile. Là, c'est Saint-Étienne qui est en très grande difficulté. Comment vous sentez ce match? Est-ce que c'est pas un match piège quelques jours après l'UEFA et un Saint-Étienne qui est au pied du mur? Qui veut commencer? Christophe C. Oui, je suis inspiré par les Verts. Oui, inspiré pas trop, mais en tout cas, j'espère qu'on va surtout éviter le match de Brest. Moi, ça me fait penser à ça. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, le match contre Milan. En plus, si ça se passe bien, on va encore une fois être un peu euphorique. Et voilà, moi, je crains ça. Et je crains le coup tactique de Puel, voilà, qui a besoin de points en ce moment. Ça marche pas bien du tout, mais ils sont capables de créer quelque chose quand même avec des joueurs de talent dans cette équipe, même si ça tourne pas. Enfin voilà. Moi, je suis un petit peu inquiet pour le match de ce week-end. C'est surtout le match de Brest ce qu'on a été pas capable de mettre en place là-bas. J'ai peur qu'on ne le fasse pas non plus à Saint-Étienne. Mais il faut vraiment être sérieux. Et s'il y a un match où on doit jouer pour une fois ou essayer de justement ramener les points qu'on n'est pas capable, voilà, si on n'est pas capable de le gagner, au moins ramener un point, ce serait bien. Christophe D, les Verts, c'est la couleur de l'espoir. Alors pour Lille ou pour Saint-Étienne? Je suis en vert, ça se voit pas, mais oui, non. Pour Lille. Alors, je crois me souvenir que le record de défaites de Puel d'affilée en championnat, c'est 7 avec Lille, quand il était entraîneur de Lille. Et j'espère qu'on va l'aider à battre son record. Et j'espère aussi que on va être dans la même mentalité que contre Brest, parce que je pense que vraiment contre Brest, qu'on a fait, c'est inadmissible. Donc, il ne faut pas recommencer 2 fois. Donc, déjà, il faut commencer avec Renildo à gauche et pas Bradaric. Ça, c'est la base pour jouer défensif. Quelqu'un qui joue en défense, voilà. Et donc, c'est une petite blagounette, mais bon, c'est vrai que son match contre Brest était quand même catastrophique. Et il n'y a pas des terribles non plus contre Lorient. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un match sérieux contre Saint-Étienne. Et voilà, on va gagner. Je pense qu'on c'est pas à 13h. Hein. Non. Je pense qu'on va gagner à Saint-Étienne, je pense. Baptiste, comment tu le vois ce match? Dangereux ou facile? Ça va être un match très compliqué, d'autant plus que Claude Puel, donc du coup, je crois que c'est cette défaite, comme l'a dit Christophe, sa 8e, je pense qu'elle serait éliminatoire. Normalement, il devrait être évincé de cette équipe. Donc bon, malgré qu'on l'aime bien, si on pouvait rapporter des points de Saint-Etienne, ça nous ferait plaisir et pourquoi pas ramener les 3 points. C'est vrai que Saint-Etienne sont un peu dans le dur en ce moment, étant donné que c'est une équipe jeune. Avec les jeunes, quand tout va bien, mais quand c'est dans le dur, c'est très difficile de les ramener vers le haut. Donc ça va être compliqué pour eux, ça va être aussi compliqué pour nous. À noter que Saint-Etienne aussi a renforcé son protocole d'entraînement, si je ne dis pas de bêtises, lundi avec 2 entraînements par jour au lieu d'un des fois. Donc vraiment pour montrer leur sérieux et vraiment essayer de remonter la pente du côté de Saint-Etienne. J'espère qu'on gagnera et je pense qu'on pourrait gagner. J'espère. Julien, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, comment ne pas avoir peur quand tu as Claude Puel en face avec sa grinta, hein. S'il y a bien un club qui connaît bien Claude Puel, c'est le LOSC.
On sait de quoi il est capable. Ils sont 16e avec 10 points. Ils ont déjà joué Lyon, ils ont joué Nice, ils ont joué Rennes. Ils ont quand même eu un début de championnat, un calendrier pas facile. Et si je fais le parallèle avec ce qu'on a vécu avec Puel, pour rappel, 2002-2003, première saison avec lui, on est avec des vieux joueurs, des Manchef, des mecs comme ça. On finit 14e et après il renouvelle. C'est-à-dire qu'il fait là ce qu'il a fait avec Saint-Etienne. Je prends l'équipe telle qu'elle est, il y a des vieux gars et je repars sur un nouveau modèle. Donc avec nous, c'est l'année suivante avec les Debuchy, les Moussilou, les Bodmer, les Makoun, Dante qui arrive à ce moment-là. Donc il renouvelle l'équipe et on finit 10e. Donc le sujet, c'est est-ce qu'il va savoir faire ça avec Saint-Etienne cette année? Si la réponse c'est oui, il va falloir un match déclic et j'espère que ça va pas être contre nous. Et c'est vrai que comme Christophe, tu te dis, si on gagne contre Milan, est-ce qu'on va pas à nouveau avoir ce creux? Parce que les gars, ils auront à nouveau battu Milan et forcément, tu planes, c'est difficile de s'en remettre. Donc il y a peut-être aussi un rôle de Galtier qui, quand je vois encore une fois la force de notre collectif, est-ce que tu n'as pas intérêt à mettre d'autres joueurs sur ce match-là que ceux qui ont joué à Milan? Parce que tu vois que tu as un collectif qui est costaud, donc à faire tourner pour gagner ce match-là, parce qu'il y a des gars qui ont besoin de trouver leur place chez nous. Moi, c'est ce que je ferais. Je pense que si on gagne contre Milan, et si Galtier fait tourner l'effectif, je pense qu'on peut faire quelque chose. S'il met le même groupe qui a gagné contre Milan 2-3 jours avant, ouais, Puel, il me fait peur, quoi. Puel, il me fait peur parce que je me souviens de ce Lille de 2003-2004 avec ses jeunes, et à un moment, la mayonnaise a fini par prendre, quoi. Mais alors, est-ce que Puel a encore les clés de Saint-Etienne? Parce que quand on regarde sur les forums stéphanois, sur la presse, on s'aperçoit que leur trio, avec les deux présidents et Claude Puel, sont vraiment... les supporters ont mis leur tête à prix. Hein. S'il y avait du public à Geoffroy Guichard, je crois que les matchs seraient vraiment très insupportables pour les joueurs et pour le club. Alors, on a un club qui est en vraie déliquescence depuis plusieurs années. On voit une pente descendante, même si l'année dernière, ils ont réussi à accrocher la finale de Coupe de France. Et même plus que sur les dernières années, cette année, leur situation au championnat, elle est vraiment très particulière. On s'aperçoit que sur les 4 premières journées, ils avaient pris 10 points. Leurs 10 points. Et là, ils ont 6 ou 7 défaites consécutives. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une cassure à un moment. Alors, c'est quoi cette cassure? C'est le groupe qui échappe complètement à Puel. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire une Bielsa finalement, avec un début encourageant et finalement ensuite tout s'effondre. Alors certains mettent aussi cette cassure. Ils ont perdu Wesley Fofana, je crois qu'il est un défenseur qui est parti en Angleterre, je crois que c'est à Leicester, si je dis pas de bêtises. Et donc comment vous voyez cette cassure qui est vraiment évidente? Est-ce que Puel a encore les clés de Saint-Etienne? Moi, c'est la question que je me pose. Si je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur le 2003-2004, c'était il y a 17 ans. Est-ce que les jeunes de 18-20 ans aujourd'hui sur le terrain ont les mêmes valeurs que Debuchy, Moussilou, Bodmer, Makoun, Dante? C'est des gens qu'on a vu grandir depuis, qui sont devenus responsables, pères de famille. Quand tu vois la qualité de ces bonhommes, est-ce que ces jeunes de 18-20 ans à Saint-Etienne seront des bons gars, des bons pères de famille, des mecs aussi câblés que les joueurs qu'on vient de citer? Donc, rien que Bonne quand t'entends comme il est bon au commentaire, le mec comme Dante, comme c'est un gars structuré, cohérent, intelligent, et donc des gars qui étaient capables à l'époque de se plier à un management extrêmement autoritaire et extrêmement dur, qui est celui de Claude Puel. Est-ce que la génération Z, comme on les appelle aujourd'hui, ils sont capables de ça face à un mec, je pense, qui n'a pas resserré sa façon de manager, qui n'a pas desserré sa façon de manager? On peut en douter, mais moi j'ai aussi lu des interviews où Claude Puel disait que j'ai des enfants, je les vois évoluer, donc j'ai compris que c'était plus les mêmes générations, maintenant il y a les téléphones portables, les machins, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Le sujet, il est là. C'est est-ce qu'il a su adapter son management? Je pense qu'avec un management trop autoritaire et pas assez collaboratif, comme le veulent les jeunes aujourd'hui, ouais, le groupe, il va péter à Saint-Étienne. Je te voyais réagir, Christophe D. Tu veux rajouter quelque chose? Première chose, Puel ne boit pas de vin. C'est la base. Il ne met pas d'eau dans son vin. Ça, c'est la base. Voilà. Mec. Deuxième chose, il bat plus les gens au footing. Avant, il battait au footing, maintenant, il n'arrive pas à les battre. Donc ça, de quelque part, ça le déstabilise. Non, plus sérieusement, il a quand même ramené des gens avec lui. Il a quand même les tuyaux et compagnie. Donc je pense qu'il a encore la main sur le club. Parce que de toute façon, les deux présidents, ils ont tout misé sur lui et ils ont tout mis dans ses mains. Donc, ils sont un peu perdus, quoi. S'ils retirent Puel, il faut qu'ils refassent tout.
Et par rapport à ce que tu disais, François, c'est vrai qu'il a fait une petite build-up parce que ce qu'il n'a jamais fait à Lille, il a mis des gens de côté de façon ostensible, en disant voilà, vous, je veux plus de vous, vous dégagez. Voilà. Ça, il n'avait pas fait à Lille. À Lille, il n'avait pas le choix parce que vu que Valide n'avait pas bouclé les contrats, tout le monde est parti. Donc, il aurait voulu mettre quelqu'un de côté, il était déjà parti. Donc, c'était raté. Mais voilà. Donc ça, c'est gênant par rapport à la vie d'un club. Ça peut être gênant à la vie d'un groupe. C'est vrai que si tu vois un joueur que tout le monde respecte et qu'on dit ben non, toi, tu viens plus à l'entraînement, tu veux venir à huissier pour constater. Enfin, voilà, c'est quand même compliqué, quoi. Et j'ai pas de doute s'il le laisse, qu'il va réussir à sauver Saint-Etienne et que d'ici 2-3 ans, Saint-Etienne aura une superbe équipe qui jouera bien. Ouais. Non, il faut que les présidents soient patients parce que je pense que ça risque de durer un peu plus longtemps que ce que ça a duré à Lille. C'était la force de Sédou à l'époque, hein, comme il y connaissait rien au foot, eh ben, il a laissé faire. Il n'avait pas d'avis, il connaissait pas le football. Quand il est arrivé, il savait même pas ce que c'était un hors-jeu. Donc forcément, il a fait confiance et il a eu raison parce que Puel c'est un bâtisseur et en lui donnant sa confiance sur le long terme, ça a payé. Mais je pense que Romeyer et Cayazo, ils se targuent de connaître un peu le football et ils risqueraient pour le coup de le faire sauter. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y aura la même complicité Sédou-Puel que peut avoir Puel avec les deux présidents de Saint-Etienne? J'en doute, ils ont un tempérament beaucoup plus offensif. Après, il y a un élément qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que quand Puel était d'abord entraîneur, puis je pense qu'il est devenu manager et il a fait une déclaration dans la presse en disant qu'en étant manager, il s'est rendu compte que le club de Saint-Etienne vivait très nettement au-dessus de ses moyens. Et ce qui explique que finalement, ils ont dans une situation où certes, il y a un management très autoritaire par rapport à certains anciens, on l'a pas cité, mais c'est Ruffier, le gardien de but, qui on sait plus ce qu'il en est, il passe son temps en commission de discipline. Enfin, c'est très compliqué à vivre pour le club, mais surtout, donc, ils sont, comme tous les clubs en France, obligés de vendre leur talent, et le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour recruter, et c'est ce que reprochent un peu les supporters, et c'est là où il y a cette pression qu'il n'y avait pas forcément à Lille à l'époque de Puel et Sédou, qui peut rendre les choses très difficiles. Christophe C, tu as un avis là-dessus? Oui, après moi j'ai peur de justement parler de Puel, qui avait la patience peut-être maintenant avec les jeunes. Moi j'ai peur que justement il perde patience avec sa direction. Je crois qu'il est capable de claquer la porte aussi, lui, de son côté, s'il voit que ça n'avance pas dans le sens où il le veut. Voilà, après les dernières expériences qu'il a pu avoir, que ce soit en France ou en Angleterre, ça s'est jamais très très bien terminé non plus. Donc est-ce qu'il aura encore les leviers nécessaires pour justement essayer de recréer un groupe et une équipe cohérente? Je sais pas. Voilà, on est un petit peu loin de Saint-Étienne. En tout cas, moi, je suis très très loin de Saint-Étienne et voilà, j'ai du mal à m'intéresser un petit peu à leur club et voilà, après avoir un avis sur le match de ce week-end, oui, mais de là à voir un petit peu comment ça va se terminer, tout ça, à part en autre boudin, je vois pas trop. Baptiste, tu t'y connais en autre boudin? Euh, Quelle magnifique transition. des fois, je m'épate. Ah, quelle est celle-là? non, mais allez. Non, mais en vrai, moi, j'ai l'habitude, j'ai des fois l'occasion de regarder des matchs de Saint-Étienne. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est assez irrégulière, avec un effectif, comme je l'ai dit, très jeune, qui est capable vraiment de procurer des minutes vraiment avec du pur football, avec un Diel Aouchiche qui emmène, malgré sa jeunesse, qui emmène quand même cette équipe, avec quand même un effectif aussi de qualité avec Denis Bouanga, mais c'est aussi une équipe qui défensivement pêche avec je vais prendre l'exemple de Timothée Kolo-Djezak, j'arrive à le dire, qui est très 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 irrégulier dans cette équipe mais qui est très irrégulier dans cette équipe et qui peine à voir le bout du tunnel presque. Arnaud, pour conclure sur cette partie stéphanoise, tu voudrais rajouter quelque chose sur la situation du club par rapport à quelques jours du match Tout contre a été Lille? dit, et c'est vrai que moi j'ai un peu peur aussi qu'à la fin il en a peut-être marre et qu'il claque la porte et qu'il aille ailleurs, parce que je pense que c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il fait exprès, entre parenthèses, de perdre pour faire réagir ses présidents, parce que peut-être qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait lors du dernier mercato, ou il a peut-être pas, je sais pas, il sait pas ce qu'il y a, mais en tout cas c'est pas le style Puel qu'on a connu, donc il y a un petit quelque chose.
Ou alors il a envie de rendre service au LOSC, il veut démissionner samedi soir, Peut-être. juste avant le match. C'est peut-être aussi une idée, on verra, même si je crois que cette hypothèse, elle est aussi vraisemblable que la signature de Galtier à Brest, Peut-être aussi, hein. qu'on avait évoqué il y a une quinzaine de jours. Puel faire esprit de se perdre, c'est pas possible. Hein. C'est le mec a un tennis ballon, il se bat pour gagner, il peut tuer quelqu'un. Hein. Bah, je sais pas. Inenvisageable. Je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est parce que c'est pas son style de laisser comme ça et de pas réagir non plus. C'est ça que. Bah, il réagit avec son groupe, mais il réagit pas. Il peut pas réagir. Enfin, les présidents, c'est compliqué. Ah, les deux, ouais. Saint-Etienne, hein. J'ai pas. Enfin, ils sont quand même barrés Ouais, tous c'est les vrai. deux. Quand même. C'est quand même les mecs les plus barrés que j'ai jamais vu. Ah oui, Ils fait tout quoi. C'est quand Les supporters de Saint-Etienne préféraient qu'il soit vraiment barré. Oui, c'est ça. Non, mais après, c'est quand même excellent d'avoir des présidents comme ça. Moi, je trouve que c'est bien. C'est frais. c'est rigolo. C'est rigolo, ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce match de dimanche. On va peut-être terminer par le tour des pronostics. Alors, qui veut commencer cette fois-ci? Allez, Baptiste, ton petit pronostic. Bon, je vais partir moi sur un 3-0. J'espère que la défense de Saint-Etienne continuera les performances assez tristes qu'ils ont pu établir tout au long de ces matchs. Donc j'espère un 3-0 avec, allez, on va dire un petit but de Benjamin André. Christophe C, vas-y, lance-toi. Allez, je me lance pour un 0-0, un des rares de la saison. Mais Lens qui gagne, il s'est cru sur. Je n'irai pas jusque-là. Bon, bah alors 6-2 alors pour lui. Julien, je te sens un peu dissipé en cette fin d'émission. Quel est ton pronostic? Je pense qu'on va gagner 2-1 et je voudrais dire que Claude Puel, je l'aime d'amour. Ça a été un entraîneur incroyable et on l'a peut-être pas dit quand on parle de lui, ce serait bien de rappeler à quel point on l'aime. Et moi, je l'aime. Luchin, c'est incroyable ce qu'il a fait. Vous savez qu'il a fait le tour de toute l'Europe, de tous les centres d'entraînement pour faire une sorte de condensé, de best-of de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et on le sait tous, on lui doit une grande partie du titre de champion en 2011. Garcia, il a su être le manager libérant d'un groupe qui était déjà constitué. Mais en tout cas, toutes les infrastructures étaient là pour réussir de grandes choses. J'adore ce mec. Je trouve remarquable. Voilà, donc je voulais dire ça, mais je pense quand même qu'on va gagner 2-1. Christophe D, ton pronostic? Je voudrais dire que j'aime aussi beaucoup Puel, que je suis très très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour le LOSC et que je suis moins reconnaissant pour Rolas pour tout ce qu'il a fait pour lui. Mais voilà, je dirais 2-0, on va quand même gagner 2-0 parce qu'on est obligé, on n'a pas le choix et Lens nous revient dessus quand même, faut pas déconner quoi. Donc 2-0 pour Lille avec je sais pas qui marque, mais allez, un but de Jérémy Pied. Allez. De la tête. On prend vraiment beaucoup de risques ce soir. Hein. Moi, je vais pronostiquer une victoire de Lille, pas parce que j'y crois vraiment, mais parce qu'on aime tellement Puel qu'on voudrait lui permettre de sortir de ce piège à Saint-Etienne et trouver un club qui corresponde vraiment beaucoup mieux à ses qualités. En tout cas, un club et un contexte. Arnaud, est-ce que ton pronostic est celui du chat? Alors, sur un chat sur lequel je viens de voir arriver Rocco Siffredi, que je salue. En tout cas, nous avons une audience qui est de plus en plus branchée. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Donc, Arnaud, après, tout dépendra du match de jeudi, mais je pense qu'une petite victoire 1-0 suffira, je pense, parce que je ne sais pas comment ils vont réagir après Milan. Prono de Rocco, c'est quoi? 23 cm? Même pas. Par contre, il y a Zarco qui dit 1-2. Non. Zarco, il a dit 1-2, enfin 2-1 pour Lille. Donc, Ouais, non, il a dit 1-2. 1-2, c'est 1 à Saint-Etienne, 2 pour Lille. Hein, Ah, d'accord, ok. Et Simon nous signale que Lens a fait match nul donc, contre Nantes, donc ça rassurera Julien. Ils ne sont pas tout à fait derrière nous, ils sont un petit peu. Et que Marseille est en train de faire un record encore une fois et qu'ils perdent 1-0 contre Porto.
Et Marseille perd 1-0 contre Porto, mais ça, c'est moins une surprise. C'était beaucoup plus attendu. Nous avons et Martin qui nous pronostique un match nul, un partout. Donc là, la connexion entre les deux frères s'est coupée. Sur ce dernier pronostic, on a fait le tour de l'actualité de cette semaine du LOSC, une actualité très très riche. Et en tout cas, je vous remercie de vos différents éclairages. Je remercie donc à tous les intervenants, les deux Christophe, Baptiste, Julien. Je remercie Arnaud à la technique qui a réussi à tenir jusqu'au bout. Donc la semaine prochaine, on essaiera de revenir aussi sur le groupe Facebook d'Allez le LOSC et on essaiera de revenir sur le groupe Facebook d'Allez le LOSC en direct et on passera donc dans quelques jours, quelques heures, le replay de l'émission pour les habitués de Facebook. Je voulais remercier tous les intervenants sur le chat de Twitch qui ont enrichi cette émission et notamment Rocco Siffredi, il est bienvenu notamment en direct avec la webcam, qui n'hésite pas. Je voulais remercier les internautes d'Allez le LOSC, je voulais remercier toutes les personnes qui suivent l'émission de plus en plus régulièrement, qui partagent nos liens et qui permettent finalement le succès du bistrot d'Allez le LOSC. Et je vous souhaite une excellente semaine lossiste et comme d'habitude, je vous dis même 2 fois Allez le LOSC, une fois pour Milan et une fois pour Saint-Etienne. À très bientôt, à mardi prochain. Bonne soirée. Tout le monde. Bonsoir à tous. Ouais. Allez, le LOSC.